Bonjour Carole-André Dessornes. Bonjour Fanny. Cette année a été une année de chamboulement dans le Proche et le Moyen-Orient. Est-ce que vous pouvez revenir sur quelques grands événements qui ont marqué la région en 2023? Alors la liste est longue, mais bon, on va se focaliser sur quelques-uns. Tout d'abord, je pense à la Turquie avec le séisme qui a dévasté une partie de la Turquie et le nord de la Syrie le 6 février 2023. Il y a eu plus de 2 600 000 habitations qui ont été détruites, plus de 55 000 morts et une colère aussi, une colère de la population face à un gouvernement qui a tardé à réagir. En tout cas, les secours sont arrivés assez tardivement. Une colère contre les dirigeants locaux accusés de corruption. Et au final, beaucoup pensaient que ce séisme serait fatal à Erdogan pour l'élection, où il a été malgré tout réélu, mais avec un petit score, 52,14%. Ça, il me semble que c'est vraiment le premier élément important. Le deuxième, c'est l'Iran, avec la révolte qui continue, qui se poursuit. Des comptes, là, en octobre 2023, 551 manifestants qui ont été tués, dont 68 enfants et 49 femmes. Là aussi, un nombre record dans les pendaisons. En 2023, plus de 600 pendaisons, du jamais vu depuis 2015. Un guide qui est totalement aveugle et sourd, déconnecté de la population. Un pays qui est en pleine crise économique, alimenté par les sanctions, mais aussi ce régime kleptocratique. Mais en même temps, une géopolitique favorable au régime, puisqu'il a intégré en tant que membre permanent l'OCE en juillet dernier. Et les BRICS va officiellement intégrer les BRICS le 1er janvier 2024. Ça, c'est clair que pour l'Iran, c'est un succès parce que ça lui permet là aussi de faire face un peu plus aux sanctions et de manière tout à fait officielle. Mais ce qui risque d'y avoir, c'est aussi la crise de succession. Un pouvoir qui, comme je le disais, est complètement déconnecté, archaïque, vieillissant. Et ce qui peut se passer, c'est qu'à terme, finalement, les gardiens de la révolution prennent le pas. Mais je voulais en profiter aussi pour citer deux événements liés à l'Iran. La remise du prix Nobel de la paix à Narges Mohammadi. C'est symbolique, certes, mais c'est quand même un moment important où ce sont ses enfants, puisqu'elle est en prison en Iran, qui ont reçu ce prix Nobel le 10 décembre. Enfin, une cause reconnue à l'international. Et puis la libération le 17 octobre dernier de Fariba Adelka, cette chercheuse franco-iranienne qui a été libérée après avoir été arrêté en 2019, et 4 Français qui restent encore en détention. Donc un régime, en tout cas, qui refuse de plier. Autre événement qui me semble important, même si c'est guère une surprise, c'est la réélection de Al-Sisi, qui a été réélu le 19 décembre avec un score de plus de 89%. L'opposition est totalement muselée, les libertés d'expression restreintes. Un dirigeant extrêmement autoritaire, mais qui, lui, est soumis, en tout cas, à de nombreux défis qui l'attendent en 2024. La question palestinienne, avec la pression évidemment à sa frontière, la situation économique extrêmement critique, une population frappée par un chômage et une pauvreté, une dépendance alimentaire absolue, une économie qui dépend du niveau d'activité dans le canal de Suez. Alors avec ce qui se passe actuellement dans les attaques par les Houthis en mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb, une économie qui va être encore plus impactée. Et puis un besoin d'eau crucial, l'eau du Nil, avec là aussi le barrage éthiopien de la Renaissance qui réduit considérablement le débit et risque de diminuer aussi la surface agricole égyptienne. Donc un régime sous pression, ce à quoi on assiste finalement dans la région, c'est un nouvel ordre, c'est-à-dire que les alliances traditionnelles sont remises en question. Il n'y a plus d'exclusivité. Je fais référence notamment à l'Arabie Saoudite qui, depuis déjà un moment, cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement, même s'il y a toujours un lien fort et une dépendance vis-à-vis des États-Unis question armement. On a vraiment aujourd'hui une refonte de ces alliances, une refonte de la géopolitique régionale. Le Liban a bien été impacté aussi cette année et le pays connaît une crise économique, financière, sociale, mais aussi politique. Il a fait face à une pénurie d'essence, d'électricité, de médicaments, encore de papier. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en fait au Liban pour en arriver à ce stade-là? Le Liban, c'est un pays qui s'enfonce dans diverses crises, mais déjà depuis plusieurs années. On a l'interventionnisme du régime iranien. C'est clair que le Liban est une plateforme de subversion régionale via le Hezbollah, qui est l'un des relais régionaux de l'Iran. Ça, c'est déjà depuis très longtemps, mais ça s'est encore plus renforcé. On a un emboîtement de crises structurelles, donc financières, économiques et sociales, depuis plusieurs années, ainsi qu'une crise institutionnelle, une crise sécuritaire, une crise
judiciaire. On a la double explosion qui a eu lieu donc en août 2020 qui a enfoncé encore plus le pays dans les crises dans lesquelles il se trouve. Ces crises économiques et financières étaient déjà là. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a vraiment un sentiment profond d'abandon chez les Libanais. Il y a une vacance présidentielle depuis le 30 octobre 2022, un gouvernement intérimaire sortant qui est complètement bloqué, c'est-à-dire qu'il y a une incapacité à former un nouveau cabinet. C'est la première fois que le Liban est sans président et sans autorité exécutive. Il y a eu 12 tentatives sans succès, c'est-à-dire tout le monde bloque. Il faut rajouter aussi Hezbollah et son soutien au Hamas, qui est aussi très présent au Liban. Donc on a un pays qui est complètement exsangue, un pays qui est épuisé et en plus une menace supplémentaire parce qu'on a quand même des affrontements à la frontière au sud du Liban. On a plusieurs milliers de Libanais du Sud qui ont fui de peur de bombardements qui continuent de toute façon puisque le Hezbollah envoie des roquettes, parfois des drones. En réplique, Israël bombarde. Il y a vraiment une crainte d'un embrasement, c'est-à-dire qu'il y a chez les Libanais la peur d'être les prochains sur la liste après Gaza. C'est pour ça que le Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans les différents discours qu'il a prononcés, il reste très prudent. C'est-à-dire qu'il ne va pas trop en avant dans un engagement encore plus militaire, puis surtout les menaces qui se font de plus en plus pressantes de la part de Netanyahou. Il y a quand même une très grande crainte, c'est-à-dire qu'on est incapable de se projeter au Liban, d'imaginer ce qui pourrait se passer en 2024. Vous l'évoquez bien sûr, la guerre à Gaza, c'est impossible de mettre cette actualité qui prend certainement le plus de place ces derniers Oui. mois. Donc sans Ouais. rentrer dans les derniers déroulements, qu'est-ce qu'il y a à l'origine de cette guerre? Ce qu'il y a à l'origine de cette guerre, bon, évidemment, ça a été l'opération Déluge d'Al-Aqsa, le 7 octobre, qui a été absolument effroyable, aucun doute là-dessus. Mais c'est aussi le révélateur, finalement, d'une non-politique vis-à-vis de la question palestinienne. C'est-à-dire qu'il y a eu un refus de la communauté internationale de s'impliquer, un refus de comprendre aussi que le statu quo était totalement mortifère, c'est-à-dire que ce n'était pas viable. Quand on parle de statu quo, c'est-à-dire qu'on a une situation qui se dégradait de jour en jour à Gaza, qui, il faut le rappeler, est sous blocus depuis 2007. Plus de 2 300 000 habitants sur à peu près 370 km². C'est presque une prison à ciel ouvert. Donc un blocus qui empêchait des ravitaillements normaux, de pouvoir sortir aussi normalement. En même temps, une accélération de la colonisation en Cisjordanie et Jérusalem-Est et une population qui est complètement désespérée. Cette tragédie du 7 octobre, finalement, a remis la question palestinienne sur la scène internationale de la pire manière. Pour les Palestiniens, c'est aussi une catastrophe. On a une population qui est bombardée non-stop, qu'on déplace du nord au sud. Là, on la pousse à aller sur une zone encore plus restreinte pour poursuivre les bombardements. C'est une guerre qui est en fait entre le Hamas et Israël, qui n'est pas une guerre de religion. Ça, c'est quand même important aussi à bien rappeler. Netanyahou joue beaucoup sur la question aussi religieuse juive, mais au départ, ce n'est pas un problème religieux, c'est un problème de territoire. On a laissé complètement cette question disparaître. Et les accords d'Abraham ont renforcé aussi ce sentiment-là, finalement, qu'il n'y avait plus de problème. C'est loin d'être le cas. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est aussi un isolement de l'Occident, parce qu'au final, il y a guerre de réaction. Du moins, elles ont été très timides au départ concernant les Palestiniens. Bien évidemment, on était beaucoup aussi sous le coup de l'émotion, tout ce qui s'est passé, la brutalité, la violence de cette attaque du 7 octobre. Mais c'est quand même depuis le 7 octobre qu'on a des bombardements incessants, qu'il y a eu aussi des bombes au phosphore qui ont été utilisées. On est dans la catégorie des crimes de guerre. Et puis une volonté très clairement de Netanyahou aussi de rester encore au pouvoir, c'est-à-dire que lui, tant qu'il continue cette guerre, c'est aussi une façon pour lui de rester encore aux manettes, parce que lui, il est quand même très vivement critiqué par une grande partie des Israéliens. Et au final, c'est sa survie qu'il est en train de jouer aux dépens des Palestiniens d'abord, mais aussi des Israéliens, parce que là, la question des otages qui restent, pour l'instant, elle est complètement balayée, puisque lui, il veut éradiquer le Hamas, mais c'est pas parce qu'on va bombarder qu'on va faire disparaître l'idéologie et un dirigeant qui est devenu incontrôlable. Les seuls qui pourraient, on va dire, mettre fin à ces bombardements incessants, ce sont les États-Unis. Pour l'instant, il n'y a pas d'empêchement. Il est clair que le jour
où les États-Unis arrêteront de fournir l'armement, ce sera très difficile pour Netanyahou de poursuivre cette guerre. Mais c'est avant tout une question palestinienne et la question des deux États qui avait été totalement abandonnée sur la scène internationale, mais également régionale. Vous le dites, il y a Israël et il y a le Hamas, mais pas seulement. On parlait du Liban, de l'Iran. Bien C'est un sûr, conflit, enfin une guerre qui impacte aussi la région dans son tout à ensemble. fait, Et tout à j'imagine fait. que ça va l'impacter de manière durable. Oui, complètement. C'est-à-dire que là, il y a un risque évidemment d'embrasement. On le voit puisque depuis quelques semaines, on a les Houthis qui attaquent les navires qui passent le détroit de Bab el-Mandeb. Donc la mer Rouge est impactée. Donc c'est toute l'économie aussi mondiale qui est impactée et qui va l'être. En tout cas, c'est clair qu'en 2024, on va ressentir les effets économiques, l'inflation, mais une région qui craint un embrasement. Et l'un des gagnants pour l'instant, c'est aussi l'Iran, puisque les négociations, les discussions qui avait lieu entre Israël et l'Arabie saoudite pour une reconnaissance à terme, ça c'est suspendu pour l'instant. Et un autre gagnant qui est la Russie. Poutine est ravi de la situation. Pourquoi ? Parce que déjà, la guerre en Ukraine n'est plus sous le feu des projecteurs comme elle l'était il y a encore quelques mois. Parce que les efforts sont concentrés sur la région du Moyen-Orient. En termes d'armement fourni à l'Ukraine, ça pèse. Et la Chine, qui, elle, espère que tout va pouvoir se stabiliser, parce que ce qui inquiète la Chine, c'est surtout de ne pas pouvoir faire du commerce dans une région trop instable. Donc ça impacte tout le monde. Merci beaucoup, Carole André Descentes, d'avoir été avec nous sur Médien. Merci à vous, Fanny. Au revoir. Au revoir.